Bonjour à tous, bienvenue sur ce troisième et dernier webinaire Savetis, ou peut-être pas d'ailleurs, peut-être qu'il y en aura d'autres, c'est vous qui nous direz si on continue, organisé par RUMExpert avec la collaboration active des équipes Savetis. Alors merci déjà à tous d'être connectés, vous étiez plus de 100 inscrits, donc on s'attend à avoir entre 50 et 60 praticiens aujourd'hui à l'aise. Alors, le webinaire, on l'a construit avec le docteur Émilie Knapp et le docteur Nicolas Cros pour justement répondre à une question complexe qui est comment est-ce qu'on place le vétérinaire au centre de la gestion de la calcémie en 2023 et finalement quels sont les principaux tenants et aboutissants. Pour faire ceci, eh bien, je vous présente déjà le docteur Émilie Knapp, qui est vétérinaire, titulaire d'une maîtrise en sciences vétérinaires, qui est également nutritionniste bovin et responsable technique d'une grande firme responsable de nutrition animale. Elle est également consultante chez Rumecler pour la santé des bovins au niveau du troupeau. Nous aurons également le docteur Nicolas Cros, qui est vétérinaire responsable technique pour Savetis, et puis moi-même, Léonard Théron, qui est vétérinaire, titulaire d'une maîtrise en sciences vétérinaires, et je suis directeur technique de RUMExpert qui est un bureau d'études et d'appui aux praticiens pour résoudre des petits soucis d'ordre plutôt préventif au niveau du troupeau. Alors, Émilie, ce que ça t'évoque déjà par rapport aux deux autres webinaires? Ah bah, on est aussi sur des choses différentes, c'est assez intéressant. Ici, on a le mot prévention qui revient, alors qu'au précédent webinaire, on était plus sur des gens qui attendaient du traitement ou en tout cas du protocole. Le premier groupe est parti très très fort sur la BACA. Je vois que la BACA revient quand même aussi ici, hypophosphatémie, donc autour de la gestion du monitoring aussi nutritionnel. On est plus aussi sur la prévention, en tout cas, et la nutrition que le premier, que le deuxième. Mais c'est intéressant de voir effectivement que ça veut dire beaucoup de choses. Alors peut-être aussi que notre public est un tout petit peu différent, puisqu'il y a des vétérinaires, mais il y a également d'autres intervenants dans les Oui, clients du webinaire. tout à fait. Et donc, c'est très intéressant, parce que ça reste très préventif et c'est là-dedans qu'on s'insère. Alors, deuxième question qu'on va vous poser sur le WooClap. Vous allez identifier les éléments prioritaires de votre gestion des hypocalcémies en pratique au quotidien, dans les troupeaux, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Vous pouvez répondre en sélectionnant les items dans la liste suivante qui vous semblent prioritaires lorsque vous gérez l'hypocalcémie au sens large. Ok, on arrive tout doucement à la fin du temps imparti. Je vais partager les résultats pour qu'on puisse discuter autour. Donc voilà, vous avez les principales réponses qui sont sorties. Émilie, là aussi, je te laisse un peu interpréter. Donc, tu vois un peu toutes les réponses. Donc, on a quand même aussi ben voilà, 14 personnes qui ont mesure du LABAC conception de la ration qui revient quand même assez fortement, donc qui coïncide avec les mots-clés que vous nous avez donnés au départ. Je vois les analyses sanguines aussi qui viennent de façon majeure, les facteurs alimentaires majeurs. Tiens, c'est la première fois que en première question, en tout cas, on a ça qui sort. Est-ce que c'est aussi lié aux, aux personnes qui sont derrière leur écran? Je ne sais pas, mais voilà, ça c'est plutôt aussi intéressant par rapport au public. Ok, ben c'est super. On passe directement au vif du sujet puisqu'on va démarrer notre présentation par ta partie et tu Oui. as le contrôle, Émilie. Donc, on va parler, donc, allez, en introduction, évidemment, je vais vous parler de ce qui est connu. Oula, on a été trop vite. Ce qui est connu, c'est que pourquoi on s'intéresse à cette hypocalcémie? Eh bien, vous savez que les taris ont des besoins relativement faibles en calcium. Notre problématique, c'est que lorsque la vache velle, bah, de façon très très rapide, on va doubler les besoins en calcium parce que le colostrum, même si elles n'en produisent que 5 à 10 litres, ben, on va avoir des besoins en calcium qui sont quand même plus importants. Et une autre chose que je veux vous faire aussi penser aujourd'hui, parce qu'on en parlera plus tard aussi, c'est que sur nos animaux très producteurs, il faut toujours penser que dans la première semaine, on va avoir plus de 100 grammes aussi de besoin en calcium par jour.
en partant donc de 30 grammes de métari, ce qui fait de façon très rapide une augmentation des besoins parce que nos animaux démarrent quand même très, très, très vite. Le problème qu'on a, c'est que eh bien, j'ai une mobilisation rapide que de 6 à 10 grammes. Donc, vous voyez tout de suite le souci, le problème, le gap qu'on va avoir. Donc, on a toujours une hypocalcémie de toute façon au vélage. La différence va se faire sur 3 niveaux. Est-ce que la vache va faire une hypocalcémie tellement profonde qu'elle ne va pas se relever? Est-ce qu'elle va faire une hypocalcémie subclinique ou est-ce qu'elle va très très bien gérer son hypocalcémie postpartum pour faire correctement? Trois chiffres ou trois choses à retenir que vous pouvez aussi partager avec vos éleveurs de façon importante, c'est qu'on parle toujours de la balance énergétique négative en postpartum, la balance protéique négative aussi. On oublie que les animaux ont une balance calcique négative et qu'on ne retrouve la positivité que 15 à 20 semaines postpartum. Ne l'oubliez pas. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que chaque vache, à chaque lactation, va mobiliser du coup entre 10 et 20% de sa masse osseuse pour justement subvenir aux besoins en calcium dans ces premières semaines. La dernière chose, c'est que la quatrième lactation, c'est vraiment le point clé où on a une diminution physiologique de la synthèse d'ostéocalcine. Ça veut dire quoi? Que notre animal va mobiliser ses 10 à 20% de masse osseuse, mais ne va pas arriver complètement à retrouver son statut en postpartum. Et donc, vous allez voir, on va toujours parler de cette hypocalcémie comme c'est une pathologie en fait individuelle avec des variabilités individuelles, une capacité d'adaptation de l'animal, mais on va essayer de les régler en troupeau. Et donc, pour toutes les maladies métaboliques, c'est toujours ce même principe-là. Il y a toujours des facteurs de risque ration, oui, énormes, vous le savez, ceux qui font du rationnement, mais la réelle gestion en fonction des questions que pose l'éleveur doit se faire par association de la ration et donc du rationnement et de la ration, d'un monitoring des animaux individuels et de la prévention éventuellement en ajout individuel. Ça, si on veut vraiment faire des performances, ça passera par là. Et donc, c'est cette question-là aussi qu'on pose aux éleveurs. Où est-ce que vous voulez arriver? Est-ce que vous avez des problèmes et je dois les résoudre? Ou est-ce que je suis quand même pas trop mal, mais je veux améliorer mes performances? Et là, la prise en charge sera différente. Donc, ça, vraiment, ne l'oubliez pas. Je ne sais pas, il ne veut pas. Allez, Moran. Ouais. Ouais, je ne sais pas pourquoi il bloque. Tu peux passer la suivante, mais. Encore. Physiologie. Donc, c'est. Vous le connaissez, hein, mais je vais juste vous rappeler quelques points physiologiques de la gestion de la calcémie, pourquoi c'est problématique. Vous savez que la calcémie est gérée par l'absorption au niveau du calcium, au niveau intestinal et surtout ruminal. N'oubliez pas, chez les ruminants adultes, on va avoir une absorption jusqu'à 50% du calcium au niveau ruminal. C'est pour ça qu'on peut aussi utiliser des bolus qui ont une efficacité très rapide sur notre calcémie sanguine. Elle est assez intéressante. Elle est dépendante du calcium ruminal et du chlore. Et si le rumen fonctionne, on va avoir une absorption qui est très bonne. Au niveau de l'intestin, l'absorption du calcium, elle existe en passive, mais elle est très faible, donc on va pratiquement jamais en avoir besoin. Elle est vraiment active. Elle dépend de quoi? Elle dépend du calcium qui va arriver jusque dans l'intestin. Et là, c'est inversement proportionnel. Plus vous mettez du calcium qui va arriver dans l'intestin, moins l'absorption se fera, en tout cas en proportion du calcium absorbé. Tout va dans les matières fécales, le reste. Et pour passer de l'intestin au sang, il faut une protéine, de l'énergie, donc de l'ATP et du magnésium. Ok, ça c'est les trois principaux coenzymes, je vais dire, pour transférer un calcium vers le sang. Donc, vous allez voir, c'est pour ça qu'on parle d'énergie, de protéines et du magnésium. Et ensuite, c'est l'homéostasie, donc la quantité de calcium au niveau du sang qui va réguler cette absorption. Ensuite, nous avons malheureusement, c'est l'hypocalcémie en elle-même qui va déclencher le système de mobilisation du calcium. Ok, donc vous allez avoir cette hypocalcémie qui va enclencher la parathormone et la vitamine D, et
tout le système, c'est-à-dire une augmentation de l'absorption, une augmentation de la mobilisation calcique, une rétention du calcium au niveau du rein. Donc, essayer de garder tout le calcium possible dans le sang. Il n'est activé que lors d'une hypocalcémie et c'est pour ça qu'on ne sait pas régler les hypocalcémies chez tout le monde tout le temps parce que vous allez avoir toujours cette hypocalcémie qui doit enclencher le système. Ensuite, par contre, on va pouvoir aider ce système. Et pour aider ce système, eh bien, on va pouvoir aider avec la ration. Non, tu reviens là. Voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? La première chose qui veut nous aider, c'est l'apport du magnésium, puisqu'il va augmenter la sensibilité de la parathormone, de la parathyroïde à cette hypocalcémie. Donc, le système va tourner plus vite. OK. Alors, le magnésium, attention aussi, l'absorption est toujours active. Chez le veau, c'est une absorption intestinale. Par contre, chez l'adulte, c'est une absorption aussi ruminale. OK. Et ça aussi, c'est important à savoir. Et il y a des interactions très importantes au niveau du rumen pour l'absorption du magnésium. Celle que vous pouvez vraiment retenir, c'est que lorsqu'on a trop de fibres, donc une légère alcalose ruminale, beaucoup de fibres, peu d'acide gras volatile ou un potassium très élevé, eh bien, ça va diminuer la capacité d'absorption, en tout cas diminuer l'absorption du magnésium au niveau ruminal. Et donc, je prends le cas d'une ration de Tari. C'est très important de quand même vérifier au niveau du sang, on va en parler, et ou des urines, parce que c'est pas parce qu'on a calculé une ration avec des niveaux de magnésium qui sont bons que le magnésium va se retrouver toujours au niveau sanguin, parce qu'il y a des interactions importantes au niveau du rumen. La suite, c'est qu'est-ce qui a un impact sur cette gestion en fait de la mobilisation du calcium, c'est ensuite le phosphore. Le phosphore, on a souvent dit qu'il était positif, c'est-à-dire qu'il améliorait finalement le système de mobilisation du calcium. Le problème, c'est que le phosphore, on a découvert que surtout, il avait des effets négatifs et qui diminuait la sensibilité de la vitamine D et il diminuait la sensibilité aussi de l'os au niveau de la mobilisation. Donc, si avant, on disait il faut faire des rations assez élevées en phosphore en tarissement, ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que les effets négatifs du phosphore contrebalancent des effets positifs qui sont, ça active aussi la parathormone. Nous reste la BACA, évidemment. La BACA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un intérêt parce qu'elle va augmenter la sensibilité de la parathormone à la mobilisation, elle va augmenter l'absorption du calcium, elle va augmenter la mobilisation calcique aussi au niveau de l'os, donc ça va vraiment accélérer le système. Son seul point négatif, c'est qu'il va aussi augmenter l'excrétion de calcium au niveau du rein. Donc, on augmente le turnover calcique au niveau du sang en créant quoi? En descendant la BACA. Qu'est-ce qu'on fait quand on descend la BACA? On crée une acidose métabolique légère. Pourquoi? Parce que la BACA, c'est quoi? Donc, c'est la différence entre les anions et les cations et les anions au niveau de la ration. OK? Donc, essentiellement, par exemple, le potassium, c'est un K+. Et donc, quand il arrive dans l'intestin et qu'il veut être échangé pour rentrer dans le sang, eh bien, on va avoir un ion hydrogène H+, qui va sortir. Et donc, à ce moment-là, en échangeant des cations au niveau de l'intestin, on va faire monter le pH, le base excès, le pH du sang, donc monter son pH. À l'inverse, quand vous échangez des anions, donc des chlores notamment, Cl-, S2-, eh bien, il ne peut s'échanger qu'avec un bicarbonate, un HCO3-. OK. Et donc, à ce moment-là, on sort du bicarbonate du sang, on le met dans les intestins et ça fait descendre le pH du sang. Donc, on crée une acidose métabolique légère. Et donc, important à savoir ça et aussi que ça fait diminuer, en tout cas, ça augmente aussi l'excrétion du calcium au niveau rénal. Heureusement pour nous, le pH du sang est assez bien lié avec le pH urinaire. OK.
Okay, et donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir monitorer l'ABACA avec le pH urinaire pour vérifier si en tout cas on a descendu le pH du sang ou non. Donc, en synthèse qu'est-ce que je veux vous faire retenir au niveau de la physiologie, c'est que malheureusement, c'est vraiment l'hypocalcémie qui va déclencher la parathormone et le système de mobilisation. Okay. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que le calcium et le magnésium, n'oubliez pas le rôle du rumen, parce qu'il y a quand même une grande partie de ces deux minéraux qui sont absorbés au niveau ruminal, et c'est intéressant pour nous, et l'absorption est toujours active. Le magnésium va augmenter la sensibilité de la parathormone à déclencher ce système de mobilisation et d'absorption. Par contre, le phosphore en diminue la sensibilité et la BACA augmente le turnover calcique sur notre système. Alors, on parle toujours, vous voyez, je vais juste vous rappeler, le calcium, une hypocalcémie, eh bien, ça fait des fièvres de lait. N'oubliez pas que le calcium est très, très utile aussi sur la contractibilité de tous les muscles lisses. OK ? Ça veut dire que tout ce qui est rétention d'arrière-fait, métrite, déplacement de caillette, aussi des transits ralentis, etc., ou des animaux qui ne sont pas bien, ça peut aussi être lié à une hypocalcémie subclinique et donc avec un souci de contractibilité de mes muscles lisses. L'autre chose aussi, le calcium, il joue un rôle important dans la coagulation et donc dans le cas d'une hypocalcémie subclinique, on peut aussi avoir comme symptôme simplement une petite hémolactation dans les premiers jours, donc du sang qu'on va retrouver dans le lait. Donc ceux qui ont des robots, c'est des choses qu'on peut observer, pensez à l'hypocalcémie subclinique. Chez les petits ruminants, c'est le même principe, on va parler spécifiquement aujourd'hui. Sachez juste que l'hypocalcémie peut aussi il peut aussi démarrer avant l'agnelage ou le chevrettage, donc c'est de l'éclampsie ou de la toxémie. Ça peut ressembler à des signes aussi d'acétonémie. Donc quand vous avez des toxémies, eh bien pensez aussi au calcium. La dernière chose qui est très importante par rapport à ce syndrome de l'hypocalcémie subclinique, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'avant de parler justement de BACA, de micronutrition, etc., rappelez-vous que tout est lié sur la bonne santé de l'animal au niveau de l'adaptation au vélage. Donc, une hypocalcémie subclinique va entraîner une augmentation drastique de cortisol au niveau du sang. Ça veut dire qu'il va avoir un impact et sur la gestion du glucose et de l'insuline, mais aussi sur le stress oxydatif et donc sur la production de radicaux libres, etc. Donc, ça, c'est assez lié aussi. À l'inverse, si vous avez une balance protéique négative avec une hypoalbuminémie, en fait, vous allez pouvoir soigner ou faire tout ce que vous voulez au niveau ration. Vous aurez toujours des signes d'hypocalcémie subclinique puisque l'albumine transporte principalement le calcium. Donc, on a énormément d'hypocalcémies qui sont aussi associées à des syndromes de vache grasse ou d'hypoprotéinémie. Et parce que, effectivement, la lipidose hépatique des foie gras bloque aussi la vitamine D, donc va aussi entraîner une hypocalcémie subclinique associée. Donc, faites bien attention. Quand on a un syndrome autour de l'hypocalcémie, en tout cas subclinique, avec d'autres pathologies aussi, on a un fond. N'oubliez pas de vérifier le reste avant de se tourner vers la micronutrition en premier lieu. Léonard, je te laisse la parole. Merci, Émilie. Alors, quelques éléments d'épidémio assez importants, puisque on va essayer de se demander qu'est-ce que ça représente dans la vie d'une vache, l'hypocalcémie. Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a effectivement trois façons de répondre à un stress calcique. Comme le disait Émilie, l'hypocalcémie, elle est physiologique, elle est nécessaire pour enclencher la mobilisation du calcium, mais dans certains cas, elle va dépasser les besoins. Alors, on sait aujourd'hui par des études de revue que selon un paquet d'études qui ont été revues, on va estimer que 5 à 10% des animaux vont présenter une fièvre de lait, c'est-à-dire une hypocalcémie clinique sévère.
mais on sait également que 30 à 60% des animaux vont avoir une mobilisation du calcium supérieure à la normale, et on va appeler ça une hypocalcémie subclinique parce qu'il n'y a pas encore de syndrome de fièvre de lait. Alors, ça ressemble à quoi? Dans une étude récente qui regroupait 1700 lactations, on voit que quand on s'intéresse à la fièvre de lait clinique, c'est-à-dire la vache couchée au sens propre du terme, eh bien, le risque va augmenter avec l'âge de l'animal, depuis 0% constaté sur les premières lactations, ce qui est assez connu, jusque plus de 4 lactations qui vont dépasser les 15% de risque de fièvre de lait. Donc, si on parle de 5 à 10% de fièvre de lait dans un troupeau, en réalité, ça n'est pas homogène avec l'âge des animaux. Intéressons-nous maintenant à l'hypocalcémie subclinique. Alors, l'hypocalcémie subclinique, dans l'histoire, on parlait d'animaux qui avaient une valeur sanguine inférieure à 2 millimoles par litre de calcium total. Eh bien, ça, avec le numéro de lactation, vous voyez également une évolution de 5 à 6% chez les primipares. On peut monter jusqu'à 60% d'hypocalcémie subclinique sur les vieilles vaches. Alors, c'est très important puisqu'aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire dans la gestion de troupeaux, c'est de favoriser des vieilles vaches. Et donc, ça veut dire qu'on doit avoir des approches préventives aussi ciblées sur des animaux plus âgés. Alors, dans le temps, on utilisait le seuil de 2 millimoles, qui était un seuil de référence, mais plus on avance dans l'histoire, et plus on se rend compte que des animaux à très forte reproductivité peuvent déjà, à partir de 2,2 millimoles, présenter des signes d'hypocalcémie. Alors, si on se réfère au seuil 2 millimoles, eh bien, vous voyez qu'on peut avoir jusque 70 à 80% des animaux âgés qui vont être en situation d'hypocalcémie subclinique, ce qui rend très important la gestion individuelle de la prévention dans les troupeaux. Alors, retenez un chiffre. Par numéro de lactation, on va doubler le risque de fièvre de lait et on va augmenter de 20 à 40% le risque de hypocalcémie subclinique. Alors, Émilie, vous le présentez tout à l'heure, tout est lié parce que le système de gestion de la calcémie dépend du foie, dépend de la réponse aux antioxydants, et donc l'hypocalcémie va nécessairement avoir un impact sur d'autres maladies. Alors ici, ce sont des revues qui nous permettent de voir l'impact sur la multiplication des risques de la présence d'une hypocalcémie. Alors sur le graphe de droite, vous voyez que les barres jaunes représentent l'intensité du risque d'avoir une hypocalcémie clinique, donc une fièvre de lait, sur d'autres pathologies. Et vous voyez par exemple que la présence d'une fièvre de lait clinique va augmenter de plus que 5 fois le risque de présenter une dystocie. Il va aussi augmenter de 8 fois le risque de présenter une acétonémie dans les 7 premiers jours de lactation. Et il va multiplier également par 8 le risque d'une mamite suraiguë dans les premiers jours de lactation. À l'inverse, pour l'hypocalcémie subclinique, eh bien, vous allez avoir une variation de l'augmentation du risque entre plus de 5 fois plus de chances de faire une acétonémie dans la première semaine et jusque 11% de chances de faire une métrite puerpérale lorsqu'on est en hypocalcémie subclinique. Donc, vous voyez, effectivement, tout se tient. Alors, tout se tient, mais est-ce que le calcium est le seul élément déficitaire quand on voit une vache en hypocalcémie? Eh bien, la réponse est non. Le calcium est le seul élément déficitaire dans 12% seulement des cas. 40% du temps, c'est une combinaison calcium-phosphore. Et puis 15% du temps, vous allez avoir une déficience stricte de phosphore. Et dans 18% des cas, ni le calcium ni le phosphore ne sont concernés quand il s'agit d'une vache couchée. Donc, oui, il y a effectivement des déficiences en calcium, mais pas uniquement, et ça n'est certainement pas le seul facteur à corriger lorsqu'on est confronté à une vache couchée. Dernier élément dans les cohypos, c'est la présence d'hypoalbuminémie. Ça, c'est un élément qui nous intéresse très très fort chez Rumexpert parce que nous en faisons le monitoring depuis à peu près une dizaine d'années et on se rend compte qu'on sous-estime très fort la balance protéique négative. Or, comme le disait Émilie, l'albumine est le principal transporteur du calcium et c'est lui qui induit la régulation du calcium ionisé. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez une corrélation de plus de 82% entre le taux d'albumine et la concentration en calcium ionisé. Ça, c'est très important parce que ça signifie que des animaux qui n'ont pas été nourris d'une façon correcte en protéines vont avoir des risques très élevés de ne pas fixer le calcium. Ça sert d'éponge, si vous voulez. Alors, ça signifie quoi? Une hypoalbuminémie, malheureusement, ça ne se voit pas sur la tête des animaux, à part évidemment dans les cas de carence très sévères, mais la plupart du temps, c'est très invisible. Et donc, on vous proposera différentes approches. Alors, quand vous devez faire la synthèse de ce petit propos analyse de risque,
40 à 60% des animaux en postpartum vont présenter une hypocalcémie subclinique, donc c'est une opportunité pour le vétérinaire. Ça augmente de plus que 3 fois le risque de survenue d'autres pathologies. Ce risque augmente de 20 à 40% par année, par lactation. 40% du temps, c'est une combinaison de macroéléments et la balance protéique et la balance énergétique sont effectivement très liées au syndrome hypocalcémique. Alors, comment est-ce qu'on va faire le diagnostic? Alors, le diagnostic, eh bien, ça va reposer sur 3 éléments principaux. Premier, c'est celui auquel on pense le plus facilement, c'est l'animal malade. Pourquoi est-ce qu'on irait prélever un animal malade? Pour valider, comme on disait tout à l'heure, c'est bien une hypocalcémie et il n'y a pas d'autres problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir tester? On va pouvoir tester évidemment le calcium, les autres macroéléments, phosphore, magnésium, potassium, le cas échéant, et les autres marqueurs du protéocalorique, c'est-à-dire l'albumine, le foie, etc., etc. On va parler d'animaux cibles, c'est-à-dire qu'en dehors de l'animal malade, je peux prélever à titre individuel des animaux qui m'intéressent. Alors, qui je vais prélever? Je vais prélever essentiellement des vaches fraîches vélées pour valider leur calcémie, pour faire le monitoring de l'hypocalcémie subclinique. Et je vais également prélever des animaux en préparation vélage pour faire soit un suivi de pH urinaire, soit adapter ma ration avec des prises de sang. Enfin, il y a ce qu'on appelle, nous, le stade troupeau. Et là, il s'agit de prestations de prise de sang de groupe qui ont pour but de parler des risques qui pèsent sur le troupeau. Comme l'a dit Émilie, l'hypocalcémie, c'est une maladie individuelle, mais l'équilibrage de la ration va être un facteur de risque de fond. Donc, si votre ration et la plupart des animaux n'ont pas une valeur de calcium normale, le risque d'hypocalcémie va s'exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des groupes de vaches en tarissement, en close-up, et on va faire parfois des prises de sang de groupe sur les fraîches vélées et sur les vaches au pic pour équilibrer la ration, pour s'assurer qu'il y a une bonne prise en charge. Mais on va en profiter pour checker d'autres paramètres. Quel est l'intérêt de l'analyse de groupe? Eh bien, l'analyse de groupe vous permet de diminuer très très fort le prix des analyses. Quel milieu et quand? Comme je le disais, le sang essentiellement chez les animaux malades et en prédiction sur les vaches fraîches vélées et les taris. Et puis quand on souhaite mettre en évidence d'autres carences. L'urine, essentiellement pour la prédiction de la BACA en tarissement, en close-up. Qu'est-ce qu'il faut faire attention quand on fait une prise de sang? Eh bien, il faut faire attention pour les fraîches vélées, par exemple, au moment auquel on va le faire. Émilie y reviendra. Mais sur tous les animaux, vous devez faire attention à un élément, c'est l'hémolyse. Parce que l'hémolyse, c'est le relargage du contenu des globules rouges qui contient beaucoup de calcium. Et donc, si vous avez de l'hémolyse, vous n'aurez pas une valeur lisible de calcémie. Quand on parle de calcium, en termes d'éléments biomarqueurs, on parle de calcium ionisé dans certains articles ou de calcium total. Pour vous faire la synthèse, le calcium total, c'est l'ensemble du calcium sanguin, c'est-à-dire celui qui est associé aux protéines et celui qui est libre sous forme ionisée dans le sang. Ce calcium total, c'est un marqueur, et la lecture du calcium total ne se fait pas de la même façon que le calcium ionisé. Comme on disait tout à l'heure, le calcium ionisé, c'est le calcium libre. Donc, si vous ne lisez que le calcium ionisé, vous passerez à côté d'une partie du problème puisque vous ne voyez pas l'entièreté de la distribution du calcium. À l'inverse, si vous ne regardez que le calcium total, vous pourriez passer à côté de certains syndromes d'hypocalcémie subclinique. Quels éléments vont être intéressants à voir à l'échelle du groupe? Eh bien, à l'échelle du groupe, on doit prendre des biomarqueurs qui sont stables en groupe. Ça signifie quoi? Ça signifie que si le biomarqueur est très, très stable d'une vache à l'autre, qui sont dans le même stade, je prends un exemple, je prends 5 prises de sang dans des vaches taries en close-up, eh bien, l'albumine, le calcium, le phosphore, le magnésium, le sodium, le chlore et les acides gras non estérifiés sont hyper stables dans un groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux vaches qui mangent la même ration vont souvent avoir très, très peu de variations sur ces marqueurs. À l'inverse, vous avez les facteurs qui ont une très grande variabilité, c'est les enzymes hépatiques. Et donc, ça veut dire que si vous mettez les enzymes hépatiques dans un testage de groupe, eh bien, quand c'est négatif, c'est négatif. Si c'est positif, il faut faire attention parce que ça peut être un animal malade sur le groupe. En résumé, on est toujours juste quand on mesure l'albumine et la calcémie sur un groupe, sur un pool. On est parfois faux quand on regarde les enzymes hépatiques. Sur des animaux sains, faites attention que les analyses de groupe se font toujours sur animal cliniquement sain. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme analyseur de chevet de l'animal? Alors, nous, chez Rumexpert, les analyses de groupe, on essaye de les faire très souvent au laboratoire. Pourquoi? Parce qu'on est dans une procédure troupeau, il n'y a pas d'urgence. Par contre, on peut utiliser des analyseurs au chevet de l'animal en suivi. Et là, il y a plusieurs matériels qui ont fait recette.
Le premier, c'est l'iStat. C'est un analyseur multi-espèces qui permet aux vétérinaires d'avoir une valeur de calcium ionisé au chevet de l'animal avec une sensibilité de 100%. Cet analyseur est calibré sur un seuil de 1 à 1,18 millimoles et donc en dessous, on parle d'hypocalcémie ou de fièvre de lait. Le nouvel arrivé sur le marché, c'est le Bovilab, commercialisé par la firme Farmlabo hollandaise. C'est un analyseur japonais qui vous permet, avec des cassettes, de mesurer 5 à 7 paramètres orientés vache. Donc, ce n'est pas un analyseur multi-espèces, c'est vraiment très orienté pour la vache laitière. Alors, c'est un analyseur qui a du sens dans des marchés où les vaches ont pris beaucoup de valeur, c'est-à-dire que chaque vache a une grande valeur. C'est pas un hasard si c'est né sur le marché hollandais parce que là-bas, on ne peut pas élever autant de génisses qu'on a besoin et donc chaque vache a pris énormément de valeur. Et donc là, le vétérinaire devient un assistant de vaches qui doivent vieillir et donc on doit faire un peu de suivi pour éviter qu'il leur arrive des bricoles. Un qui est déjà sur le marché depuis longtemps, c'est le Lactatwin. C'est un lecteur de calcium ionisé qui a une sensibilité de 100%. Attention, comme on vous disait tout à l'heure, si votre albumine n'est pas bonne, vous risquez de passer à côté de certains syndromes hypocalcémiques. En résumé, et on ne va pas tout passer en revue, rassurez-vous, on a des valeurs cibles chez Rumexpert qui sont être au-dessus de 2,4 millimoles de calcium total en close-up pour espérer ne pas descendre en dessous de 2,2 chez les fraîches vélées. En calcium ionisé, eh bien, vous allez prendre le seuil 1,2 en close-up et le seuil 1,0 en fraîche vélée. Attention, calcium ionisé, vous devez valider une albuminémie qui doit être supérieure idéalement à 35 grammes par litre d'albumine, si possible supérieure à 32 grammes. Le magnésium va être un élément capital à tester puisque, comme le disait Émilie, il a une influence très importante sur le pH de l'urine, sur l'excrétion du calcium et également sur la sensibilité de l'appareil hormonal. Tous les autres sont donnés à titre individuel. À toi, Émilie. Oui. Alors, monitoring de la calcémie. Ce qui est très important ici, c'est que donc on peut monitorer le calcium au niveau individuel ici. Donc la monitoring, c'est vraiment de l'individu qu'on va vérifier. Puis on va regarder au niveau du groupe est-ce que ça pose problème. On a souvent parlé de la mesure du calcium 24-48 heures postpartum pour vérifier l'adaptation du calcium, de l'hypocalcémie de l'animal. Les nouvelles études montrent en fait qu'on a 4 profils principaux d'animaux, de vaches laitières, surtout donc des animaux qui vont monter en lait quand même relativement rapidement. Vous avez les vaches normales, qui sont les vaches en noir sur les graphiques. Vous avez les vaches qui sont transitoires, c'est les rouges. Celles-ci, elles vont descendre à J1 de façon très importante, mais vous voyez qu'à J2 et après, elles sont revenues dans une calcémie qui est comparable à la normalité. Et vous avez celles qui sont tout le temps basses pendant la première semaine, donc c'est les hypocalcémies persistantes. Et ils ont découvert une caste, je dirais, d'animaux qui sont de l'hypocalcémie décalée. La décalée, vous voyez, elle a à J1 une calcémie tout à fait normale et à J2, on va avoir une calcémie qui va descendre. Ce qu'on sait maintenant, c'est que ce soit un animal normal ou simplement transitoire, il y a très très peu d'impact sur la santé générale, le démarrage en lait sur ces animaux-là, les performances de fertilité. Il y a à peu près une quinzaine de % d'animaux qui sont transitoires. Tu vas où? Il faut revenir en arrière. Qu'est-ce qu'il me fait? Mais il y a très peu d'impact sur la santé. Okay, la seule chose qu'ils ont remarqué, c'est que ces animaux-là sont simplement des animaux qui démarrent en lait très vite, mais qui s'adaptent tout à fait. Donc, on a des animaux qui produisent entre 3 et 5 litres de lait de plus.
Par contre, les vaches décalées, qui peuvent arriver jusqu'à 30% des animaux dans les pluripares, eh bien, celles-ci sont catastrophiques. Donc, c'est des animaux qui, finalement, ont un bon calcium postpartum. On a correctement géré la ration, plus ou moins, démarrent très, très, très vite en lait. Et donc, là ça va déconner dans la première semaine postpartum. Ces vaches-là, comme les hypocalcémies persistantes, on aura des augmentations de risque de métrite, de mammites, de caillettes, de problèmes de fertilité de façon très importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites du monitoring de vaches en postpartum sur des animaux soit qui ont des problèmes, soit où on veut améliorer les performances, et décaler, si vous faites un prélèvement J1, J2, refaites-en un à J5, sinon décalez dans le temps, plutôt J3 à J7, les prélèvements individuels de calcémie pour être sûr de ne pas attraper des animaux qui n'auraient pas de soucis ou à l'inverse, rater d'autres animaux. Le deuxième point de monitoring, c'est vraiment l'analyse du pH urinaire donc dans les animaux qui sont maximum 15 jours, 3 semaines avant le vélage. Normalement, c'est 10 jours avant le vélage pour gérer la BACA de la ration et l'utilisation de la BACA de la ration. Attention, je vous remonte ce graphique-là pour vous montrer que le pH urinaire ne descend qu'à partir du moment où la BACA devient vraiment négative. Okay, donc, toutes les rations qu'on va travailler où on ne peut pas descendre, où on ne veut pas descendre la BACA en dessous de 0, donc on va faire une BACA par exemple à 50, vous voyez que les pH urinaires vont être entre 7,5 et 8. Et c'est normal, d'accord? Donc, on n'a pas, c'est pas parce que la ration est à 400 que forcément on a un pH à 8. Il faut déjà descendre en dessous de 0 pour voir commencer à voir une diminution du pH sanguin et donc du pH urinaire. On va essayer de cibler la plage 6 et 7 quand on travaille avec la BACA pour éviter d'avoir des dangers. Pour les gens qui descendent avec des BACA en dessous de moins 100, ne faites jamais ça, ou en tout cas qui attendent des pH urinaires en dessous de 6,5, ne faites jamais ça sans monitoring. On tombe, je peux vous l'assurer, ça m'est déjà arrivé, on tombe quand même assez vite dans la zone de danger et avec des pH en dessous de 5,5, avec des risques de décalcification et d'acidose métabolique grave des animaux qui ne mangent plus. Donc, si vous faites une BACA légèrement négative, on doit s'attendre à avoir des pH entre 6 et 7. S'il n'y a pas de monitoring, ne descendez jamais trop votre BACA. Et voilà, s'il y a une BACA à 100, c'est normal qu'on ne va pas avoir un pH à 6. D'accord ? Ce qu'on peut faire aussi avec les urines, une fois que vous avez fait le pH, on peut aussi monitorer ou en tout cas refaire un groupe à ce moment-là pour monitorer ou pour vérifier les excrétions. Le premier minéral qu'on va vérifier, c'est le magnésium, parce que le magnésium a une excrétion urinaire très claire. Vous voyez, il y a une corrélation assez importante entre le magnésium qui est absorbé et le magnésium qui est uriné. Donc, celui-ci, il y en a des normes. Il faut toujours qu'il soit au-dessus de 10 millimoles dans les urines pour dire, OK, j'en ai assez qui circulent et qui sont excrétés. Ensuite, quand vous faites des rations aussi BACA négatifs, où on va beaucoup travailler aussi sur la santé et sur les minéraux, on peut aussi vérifier justement notre excrétion de calcium par rapport à l'excrétion de potassium. Puisque quand on a beaucoup de potasse, une BACA haute, je ne devrais pas avoir beaucoup de calcium dans les urines. À l'inverse, si je fais une BACA qui est basse, il me faut des calciums urinaires quand même, une calciurie relativement importante, en tout cas plus importante, puisque je veux que l'animal ait du calcium en suffisance. Okay, donc ça peut être fait aussi en monitoring ou en check. Et le phosphore doit être toujours en dessous du seuil rénal, c'est-à-dire qu'on ne doit pas le trouver. Si vous commencez à dépasser le seuil rénal et donc de trouver du phosphore, ça va être problématique. Attention, donc Léonard en a parlé aussi, donc il y a trois choses qu'on peut faire. Est-ce qu'on fait du diagnostic de problème? Est-ce qu'on fait un check pour vérifier que tout va bien? Est-ce qu'on fait du monitoring, c'est-à-dire vraiment du semainier, vérifier au niveau individuel comment ça se passe? En fonction, vous choisirez le sang ou les urines. On va choisir l'individu ou le groupe en fonction de ce qu'on fait aussi et du coup, mais du monitoring de calcémie postpartum se fait toujours individuellement. Le pH urinaire se fait toujours individuellement, par exemple. Tout ce qui est check du sang des tarés en groupe,
on a refait une formation, on a fait des formations sur le métabolisme. Vous pouvez checker le calcium total postpartum, donc entre J3 et J5. Si vous le faites à J1, refaites-le pour vérifier que les animaux ont bien démarré en lait et qu'ils ne se déstockent pas en calcium. Le pH urinaire se fait 10 jours avant vélage. Sans jeu de BACA, on va être autour de 7,5. Avec un jeu de BACA, on va descendre entre 6 et 7. S'il n'y a pas de monitoring régulier, essayez 6,5, ça suffit largement. OK. Léonard, je te passe la parole. Ouais, très bien. Merci, Émilie. Ce qui est intéressant quand on fait du suivi, c'est de bien comprendre que vous allez être confronté à des syndromes différents en fonction des systèmes qui ont merdé. Je m'explique. Quand on a ici, je vous présente trois vaches différentes qui vont suivre des parcours différents. Alors, elles sont pas, ce sont des vraies vaches, hein, mais c'est pas les vaches que vous voyez à l'écran. Mais c'est des situations qui doivent vous évoquer quelque chose. Donc, la première, c'est la vache du milieu, c'est Betsy. C'est une vache très haute productrice avec un état d'embonpoint normal en close-up et qui est prête à assumer une lactation de très haut niveau, hein. Ces vaches-là vont souvent avoir en prépartum déjà une mobilisation graisseuse qui est parfois limite, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui sont déjà en régime métabolique assez intense à l'approche du vélage. Et pour arriver avec un bon état de préparation, donc la vache idéale, c'est une vache qui a déjà un protéocalorique de qualité. Comme dit souvent Émilie, la base de la pyramide alimentaire, c'est d'abord le protéocalorique. Alors, cette vache, elle a d'autres particularités. Si je prends une prise de sang, je n'aurai pas d'anomalie de catabolisme musculaire, je n'aurai pas d'anomalie notable des macroéléments et je ne note pas d'anomalie notable des oligos. Pourquoi? Parce qu'elle a maintenu une bonne capacité d'ingestion, elle a sûrement été bien nourrie et elle n'est ni obèse ni trop maigre. Quand elle va véler, cette vache, elle est haute productrice, donc comme vous le voyez, elle va déclencher une hypocalcémie légère, qui est physiologique et qui est normale pour un animal d'un tel niveau. Ce qu'on souhaite, c'est que dans la première semaine, elle n'approfondisse pas ni ne prolonge son hypocalcémie. À l'inverse, vous avez Downsy. Downsy, c'est une vache qui est déjà maigre en tarissement et qui a des déficits d'ingestion un peu multiples, mais pas francs. Qu'est-ce qu'on va noter sur ces vaches? Très souvent, on va noter un protéocalorique qui n'est pas en ordre, sans avoir de syndrome d'obésité. Et donc, on a déjà une mobilisation graisseuse intense. Pourquoi? Parce que les animaux sont en train de puiser dans leur réserve à l'approche de la préparation du vélage, parce que le veau prend beaucoup de place et il y a beaucoup de demandes. Et donc, très souvent, ces animaux qui sont déjà en cours d'amaigrissement vont également présenter des anomalies du métabolisme des muscles. Et donc, vous allez noter une hypoprotéinémie et un catabolisme musculaire. Chez ces animaux-là, très souvent, vous allez noter des anomalies des macroéléments et également des oligoéléments pour une simple raison, c'est le manque d'ingestion. Alors, quand ces animaux déclenchent la lactation, très souvent, on ne va pas les retrouver dans les groupes en acétonémie pour une simple raison, elles ont déjà plus assez de réserves pour mobiliser réellement une acétonémie. Par contre, on va les retrouver dans les groupes d'hypocalcémie subclinique ou clinique parce qu'elles ont justement manqué d'apport en préparation vélage. À l'inverse, c'est la vache Upsy en bas qui, elle, est trop nourrie. Donc, elle a reçu largement ce qu'il lui fallait en protéocalorique et elle commence à mal valoriser. Pourquoi? Pas parce qu'elle ne reçoit pas une bonne ration, mais parce que son foie présente des anomalies sévères. Donc, si sur Downsy, vous aviez un peu de mobilisation hépatique, ici, vous avez un très fort risque d'excès d'AGNE par rapport au cholestérol, par exemple. Ces animaux, malgré leur statut d'obésité, très souvent, on les retrouve en mobilisation, en catabolisme musculaire intense. Pourquoi? Parce que le système énergie, de mobilisation de l'énergie, de la graisse, a déjà saturé le foie. Et donc, l'animal n'arrive pas à tirer des nutriments, il va donc puiser dans ses autres systèmes. Ça, c'est une situation assez à risque parce que la mobilisation graisseuse et le manque d'ingestion va induire, un, une consommation d'oligoéléments et deux, une réduction d'ingestion. Donc, on a un animal qui est vraiment dans une situation de danger mortel. Qu'est-ce qui va se passer chez ces animaux? On va les retrouver dans les classes acétonémie, bien sûr, et on va les retrouver dans les classes hypocalcémie très sévères. Le résultat dans ces deux cas, eh bien, c'est que Betsy va suivre un trajet de vache haute productrice bien géré. Downsy va probablement déclencher des grosses pathologies puerpérales traditionnelles, grosses mammites, etc. Va probablement pas en mourir. Par contre,
Upsy, c'est typiquement le genre de vache, le foie étant coincé bien avant le vélage, c'est une vache que vous allez avoir énormément de mal à récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser pour traiter? Eh bien, il y a trois éléments importants. La première, c'est on doit traiter les compliquants. Les compliquants d'une fièvre de lait, c'est bien souvent la volémie, donc la fluidothérapie, simplement vérifier qu'on n'est pas un animal déshydraté. Ça va être une indication de grand volume de perfusion et ou de drench. Mais on va également s'intéresser à tout ce qui est système connexe, c'est-à-dire acétonémie, enzyme hépatique, gestion des complicants, où là, votre fluidothérapie pourrait s'adresser à d'autres systèmes, donc support du turnover hépatique. Il y a évidemment la calcémie. La calcémie, on a besoin de rétablir des besoins de l'ordre de 20 grammes par jour, hein, comme le disait Émilie, et donc on va devoir remettre ces 20 grammes de toute façon. Mais aujourd'hui, ces 20 grammes étaient calibrés sur des vaches qui donnaient entre 8 et 9 000 litres. Donc, n'hésitez pas à anticiper les pertes potentielles sur des animaux à très haute production et notamment les vaches âgées. Enfin, et c'est le sens de notre façon d'insister sur l'hypoalbuminémie, c'est de gérer le support volémique. Alors, le support volémique, on ne va pas toujours l'utiliser. On va l'utiliser quand on est dans un troupeau dans lequel on suspecte un déséquilibre protéocalorique avant vélage. Ce support, eh bien, ça va être simplement une transfusion. Alors, la transfusion, ce n'est pas un acte facile pour le véto, donc c'est un acte toujours compliqué. C'est pour ça que on ne va pas forcément le faire dans tous les troupeaux dans lesquels on a de l'hypoalbuminémie. Il faut que les animaux présentent de la rechute, par exemple, pour qu'on se dise on va transfuser systématiquement jusqu'à ce qu'on ait corrigé la ration de tarissement. Alors, c'est important parce que une ferme dans laquelle vous avez des hypoalbuminémies, c'est typiquement le genre de ferme dans laquelle vous allez avoir fièvre de lait avec rechute et le risque d'avoir des euthanasies d'animaux après 2 ou 3 perfusions calciques. Quels outils vous allez utiliser? Eh bien, votre objectif, c'est de remonter la calcémie de 12 à 25 grammes. Et donc, vous avez différentes solutés sur le marché. Je ne vais pas passer tout en détail. Vous en avez des plus riches, des moins riches. Donc, regardez les étiquettes, toujours. Et vous avez différentes formes qui ont plus ou moins une longue durée d'action dans le sang. Gardez toujours en tête que si un borogluconate de calcium, c'est plus ou moins 25 mg de calcium, un litre de sang, c'est entre 8 et 10 mg de calcium. Donc, quand vous faites une transfusion de 5 litres, vous remettez quasiment 50 grammes de calcium dans le sang et vous apportez 35 grammes d'albumine plus tout le reste, vitamine D, vitamines, oligo-éléments, etc., etc. Donc, la transfusion peut être un outil transitoire dans la gestion d'un problème d'hypocalcémie dans une ferme en particulier. En résumé, quand on fait de la ressuscitation calcique, il faut envisager la réhydratation calcique seule ou associée à d'autres, que ce soit la fluido-orale ou que ce soit la transfusion quand vous êtes confronté à un risque de cofacteur de risque avec de l'hypoprotéinémie. Un troupeau qui est en bonne santé et qui n'a pas trop d'hypoalbuminémie, vous pouvez vous contenter d'une fluido simple associée à des outils oraux avec du monitoring. Quand on est dans un troupeau à problème, on peut proposer des approches plus complexes. En résumé, plus d'1,2 millimol de calcium ionisé, plus de 2,2 millimol de calcium total et essentiellement 32 grammes minimum d'albumine sanguine, ce qui équivaut à 68 grammes de protéines sériques à peu près. Je termine en tout cas par les solutions de complémentation préventive. Donc effectivement, on a parlé ici des ressuscitations et de faire attention, il n'y a pas que le calcium. On va essayer de voir au niveau des préventions qu'est-ce qui existe. Évidemment, notre première prévention, c'est le rationnement. N'oubliez pas, ça c'est quelque chose de super important. On a des besoins en énergie, protéines, minéraux, oligo, etc. par jour et par vache. Okay, en tarissement, classiquement, on regarde les rations en kilos de matière sèche, donc en concentration. Est-ce que tu as mis accès à 13 de protéines, 15 de protéines, etc. Les besoins sont journaliers. Donc, sans l'ingestion, sans avoir une notion de l'ingestion, vous ne saurez pas caler correctement une ration de tarissement, surtout quand il y a des soucis ou quand on veut vraiment améliorer les performances. De façon globale, c'est toujours la même question qu'on va se poser aussi, ça dépend des performances qu'on veut avoir. Et donc, la priorité est toujours quand même, est-ce qu'il faut que mes animaux puissent avoir accès à la nourriture et à l'eau?
Ok. Si mes animaux n'ont pas accès à la nourriture, si ça doit prendre les palmes et le tuba pour aller chercher quelque chose ou qu'il n'y a rien, c'est sûr qu'on n'y arrivera jamais, ou en tout cas les performances qu'on va attendre d'une ration ne seront pas correctement, on ne va pas performer correctement. À gauche, on a l'effet inverse. On avait dit à l'éleveur, bah, tu n'as pas assez de cornadis, il faut que les taris mangent tout le temps. Bon, ce n'est pas une solution non plus. Et on ne va pas arriver aux mêmes performances zootechniques que d'autres exploitations. Donc l'accès à la nourriture et à l'eau sont vraiment essentiels. Ça veut dire que tout le monde doit avoir la même nourriture. Ça veut dire que si on commence à avoir des nids dans les vaches taries, eh bien, encore une fois, la question est-ce que c'est mauvais? Ben, c'est le cas de l'exploitation. Est-ce qu'on peut améliorer? Ça, il faut voir avec l'éleveur. Est-ce que l'éleveur arrivera à 40 kilos de lait? Probablement pas. Est-ce qu'on va pouvoir faire des choses très précises? Probablement pas. Ça veut dire que aussi, pour qu'une vache puisse manger et ruminer, qu'on ait un confort de couchage qui soit important. Donc, encore une fois, l'exploitation à gauche, elle n'aura pas les mêmes niveaux, on ne va pas arriver aux mêmes performances peut-être que l'exploitation à droite. Est-ce que c'est grave? Pas forcément, mais c'est une question à voir avec l'agriculteur. Dernière chose, évidemment, la ventilation qui est super importante, surtout en été au niveau du tari. Et donc, si ces points-là ne sont pas abordés avant qu'on aborde les minéraux, la bacale, etc., c'est compliqué. Ensuite, évidemment, on peut aider à la mobilisation au village par la ration des taris. On est d'accord. D'abord, j'ai parlé du magnésium. Donc ça, il y a des règles de base qui sont vraiment importantes, ou en tout cas qu'on peut suivre. Un magnésium au-dessus de 4 grammes par kilo de matière sèche et un rapport magnésium-potassium au-dessus de 0,25 va nous permettre en tout cas de garantir en partie une absorption de magnésium correcte. Ensuite, on peut aussi effectivement diminuer, vu que l'hypocalcémie, c'est ce qui va déclencher notre système de mobilisation. On va créer artificiellement une hypocalcémie sanguine juste avant le vélage par soit une diminution du calcium dans la ration, soit des calcium binders, donc des argiles qui vont vraiment capter le calcium au niveau de l'intestin. Est-ce que ça fonctionne? Oui, évidemment. Mais il faut que le calcium soit quand même très bas et on a quand même des besoins dans les animaux, donc toujours vérifier quand même qu'on ne crée pas une déminéralisation. Et si le calcium est trop important, vous n'allez pas avoir l'effet escompté du produit. Ensuite, évidemment, la gestion de la BACA. Okay, c'est clair, la BACA, comme on a dit, est un outil assez puissant pour améliorer la mobilisation calcique autour du village. Il y a quelques règles de base qui sont vraiment importantes. Combien? Alors, en fait, quand on regarde la biblio, il n'y a pas vraiment d'idéal qui soit connu. On a des articles qui parlent de moins 50, il y a des articles qui parlent de moins 200. Donc, ça dépend très fort ça dépend quand même des articles. Donc, à partir de 0, on sait que le pH urinaire va descendre, on a un effet. Et faites toujours attention, encore une fois, c'est lié à la quantité totale d'acidifiants que vous allez mettre dans la ration. Encore une fois, si on fait une ration à moins 120 par kilo de matière sèche, mais que l'animal ne mange 6 kilos, je vais avoir moins d'acidifiants que si je fais une ration à moins 80 par kilo de matière sèche et que l'animal mange 13,5 kg. Les animaux, les rations où on travaille avec des ingestions très importantes, souvent, on va faire des BACA, en tout cas moins négatifs, parce que ce n'est pas ça qui compte. C'est les équivalents d'acidifiants qu'on va mettre. Combien de temps? Minimum 15 jours, parce qu'il faut au moins 4-5 jours pour induire l'acidose métabolique. Maximum 4 semaines, parce que sinon, on a une déminéralisation. Et si on fait qu'un seul lot de tarissement, on peut descendre la BACA, même en dessous de 0 légèrement, mais il faut garder un pH urinaire plutôt au-dessus de 6,5. Donc, on va vraiment être autour de 0 pour ne pas provoquer des déminéralisations. Ce qu'il faut faire très attention, c'est les niveaux de calcium. J'ai dit, la BACA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente le turnover, donc ça veut dire qu'on va en avoir aussi plus en excrétion. Le rein en rejette plus. Ça veut dire qu'au niveau de l'intestin, on doit vraiment apporter du calcium aussi.
Et donc, on n'utilise pas le système de calcium binder et une BACA négative, s'il vous plaît, parce que le système ne sait plus ce qu'il doit faire. OK. Donc, quand on a une BACA autour de 0 ou positive, on peut avoir des niveaux de calcium par kilo de matière sèche plutôt bas. Si vous êtes en dessous de 0, on va monter les niveaux de calcium. Et en dessous de 100, on va même vraiment monter très fort les niveaux de calcium. Parce que, aussi, un mythe, le calcium en lui-même, le niveau a très peu de, il y a très peu de corrélation entre le niveau réel de la ration en calcium et les fièvres de lait. D'accord. Par contre, les nouvelles études ont montré que si on descend des BACA en dessous de moins 100 ou autour de moins 100, si vous ne montez pas au minimum à 12 grammes par kilo de matière sèche de calcium, on va avoir des petits soucis d'hypocalcémie plutôt tardive. Et on monitore par pitié pour éviter des catastrophes. Donc ça, c'est assez important de bien avoir ces règles. Et donc ensuite, c'est vraiment la partie pratique qui va me donner une information de comment on va travailler. On ne va pas pouvoir travailler partout avec des PACA négatifs, on va travailler avec des gestions de risques. Okay, on ne sait pas faire des rations parfaites chez tout le monde et il faut y rester cohérent avec le nombre de vaches et les rations, les fourrages qu'on a à disposition dans l'exploitation. Okay, l'animal mange des nutriments, pas des aliments, et il n'y a pas de sens d'avoir une ration de tarissement maïs si mon système est tout herbagé en lactation. Okay, donc, je sais, sur les troupeaux en dessous de 150 vaches, c'est pareil, faire de l'eau, ça devient très, très compliqué. Ça n'a pas de sens de commencer à faire deux rations différentes. L'éleveur ne le fera jamais, ça sera mal mélangé, etc. Donc là, on va faire une ration ou bien il y a un DAC ou une distribution d'aliments complet dans les 15 derniers jours. Mais dans ce cas-là, ça va être presque impossible en fait de faire des BACA négatifs. Parce que vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, même en ration paille maïs, vous n'aurez pas des BACA négatives. Et même si on rajoute des compléments avec des granulés qui sont BACA négatifs, on n'arrive pas en totalité. On arrivera à faire des BACA négatifs que si on a des grands groupes, donc des grandes fermes, et où on va faire vraiment de l'eau. Et là, dans ce cas-là, on peut travailler en fonction des rations de base. Donc, est-ce que j'ai du maïs en disposition? Est-ce que j'ai du maïs et de l'herbe? Est-ce que j'ai de l'herbe toute seule ou en mélange avec du foin ou autre? Et là, mon FAROF, mon début de tarissement, va me donner mon système. Et le close-up, c'est là qu'on va travailler, soit vers l'immunité ou l'immunité et en plus descendre la BACA. Mais encore une fois, il n'y a que quand on est en maïs paille, par exemple, qu'on va pouvoir faire des close-up avec des BACA très négatifs. Pour quelle raison? À cause du potassium de la ration. Quand on a une ration avec beaucoup d'herbes, on a déjà une BACA à 400 au départ, un potassium au-dessus de 20 grammes par kilo de matière sèche. Vous pouvez calculer les quantités de chlore que vous devez mettre dans la ration pour descendre en dessous de zéro. L'animal ne va plus manger parce que vous allez avoir plus que 10, 12, 15 grammes de chlore à mettre pour descendre cette BACA et vous allez perdre de l'ingestion. Et donc, si on perd de l'ingestion, on tourne en rond parce qu'on a moins d'équivalents acidifiants, etc. Et on va avoir des animaux qui vont avoir d'autres problèmes au vélage. Donc, priorité sur l'ingestion. On regarde si je peux faire deux groupes. Si les gens veulent vraiment beaucoup de production, etc., on va éventuellement descendre la BACA en close-up en supplément de ce qu'on fait au départ, santé du foie, énergie, protéines. Donc, ça, c'est assez important de vérifier bien s'il y a une adéquation, en fait, s'il y a une adéquation entre la gestion de la ferme et la gestion voilà, de ce qu'on peut faire ou pas, et le dire au l'éleveur. Ensuite, vous avez du traitement prophylaxique, donc de la prévention. Nicolas va en parler tout de suite après moi. N'oubliez pas, comme c'est une pathologie individuelle, on va gérer le gros par le troupeau, on va gérer les facteurs de risque et certains seront plus importants que d'autres. Et ensuite, vous pouvez rajouter sur des vieilles vaches, évidemment, des bolus, même en prophylaxie. Okay, il y a des jolies études de Penn State donc de cette année qui ont bien montré qu'en prévention, la mise en place d'un bolus sur des vaches à plus de 3 lactations, améliorant la production et diminue les risques de métrite et d'acétonémie par rapport à des animaux qui sont pourtant, le calcul de la ration du tarissement, il est tip-top à Penn State.
Qu'en est-il de l'injection de vitamine D? Parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des questions là-dessus, donc je vais juste dire. C'est vrai que c'est assez compliqué. On voit tout dans les articles. Il y a des gens qui disent, bah non, il faut quand même quelques jours pour l'activation. Et effectivement, donc on le faisait une dizaine de jours avant vélage. Certains nouveaux articles contredisent ça en disant, bah non, si on active les reins à ce moment-là, bah, on risque d'avoir des animaux qui tombent en postpartum. Pour moi, c'est très compliqué à gérer parce que rattraper aussi des animaux avant vélage et tout, dans la gestion de tous les jours de l'exploitation, c'est compliqué. Et donc, il faut toujours faire des choses qu'on sait faire, en tout cas que l'éleveur va pouvoir faire. Si vous deviez retenir une ou deux trucs sur la ration, ben voilà, j'ai pas le temps maintenant de parler vraiment des techniques et des rations. On parlera sans doute dans d'autres formations de vraiment du rationnement et des contraintes dans une ferme. Mais retenez vraiment que le premier, c'est l'ingestion. On va parler BACA que quand l'ingestion, l'énergie, la protéine et les niveaux calcium-phosphore sont maîtrisés. Retenez qu'il ne faut pas trop de phosphore quand même parce que sinon on a cet effet aussi d'hypophosphatémie postpartum comme Léonard a pu l'expliquer aussi. Et, et voilà, il faut de façon individuelle, ferme par ferme, étudier ce qui est faisable ou pas pour être le plus proche possible finalement des besoins totaux. Donc, en prévention de tarissement, que ce soit la ration, rien n'est parfait et c'est pas grave, c'est le boulot. Il n'y a pas de solution miracle, c'est pas grave non plus. Hein, il faut qu'on recommence tout le temps. C'est tant mieux, parce que ça nous fait du boulot. Analysez bien les risques, que le vétérinaire monitore correctement les animaux. Il y a assez d'outils maintenant, le sang, l'urine dont on a parlé. Et n'hésitez pas à associer la prévention de groupe avec la prévention individuelle orale au vélage. Ça va vous servir aussi à rassurer les gens et à améliorer les productions laitières. Léonard, c'est à toi. Eh bien, j'en termine avec la partie économique. Qu'est-ce que ça coûte la fièvre de lait? La fièvre de lait, ça coûte dans un ensemble de revues à peu près 312 euros par animal clinique et 125 euros par animal subclinique. Okay, ça signifie que vous pouvez compter pour un troupeau de 100 vaches laitières à peu près 1600 euros de dépenses pour des problèmes de fièvre de lait clinique et 7000 euros par an de dépenses sur des conséquences de l'hypocalcémie subclinique. En synthèse, l'enveloppe du vétérinaire dans la ferme représente à peu près 7 à 9 000 euros par an de prévention à aller chercher pour 100 vaches. Vous aurez compris qu'il y a 3 moments essentiels: le tarissement dans la phase close-up, la première semaine de lactation et le statut suivi de troupeau. À chaque étape, on a différents éléments que vous pouvez utiliser pour rentrer d'une façon ou d'une autre à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective dans le troupeau. Cette stratégie de diagnostic peut vous amener sur l'étape troupeau et vous permet, comme le disait Émilie, de recommencer chaque année, chaque saison, cette espèce de triade sur des animaux qui aujourd'hui ont besoin d'être suivis. On arrive au terme de notre présentation théorique. On va passer maintenant à la présentation des outils Savetis. Vous pouvez déjà scanner le questionnaire de satisfaction pour être prêt pour y répondre tout à l'heure. On va prendre tout de suite, je laisse la main à Nicolas, à qui je vais donner le contrôle sur la présentation. Vérifie, yes. Nicolas, tu peux prendre le contrôle. Oui, oui, merci. Alors merci Émilie et merci Léonard pour cette présentation très passionnante et complète sur ce syndrome de l'hypocalcémie qui est toujours d'actualité. On a pu voir l'importance de l'approche à la fois de troupeau, l'approche préventive de troupeau, mais aussi la nécessité d'avoir une approche également individuelle. Donc, moi, je vais vous reparler de l'approche thérapeutique de l'hypocalcémie avec la présentation de quelques protocoles pour aussi pouvoir utiliser les outils Savetis de la meilleure des manières.
toujours moi qui ai le contrôle. Ah oui, Il faut que tu le prennes, ouais. Ouais, ça y est. ça y est? Ouais, voilà. Ouais, ouais, voilà, merci. Donc, juste un rappel, hein, on a vu que pour les cas cliniques d'hypocalcémie, la nécessité de la meilleure méthode, c'était quand même la perfusion par voie veineuse et la nécessité de prendre le relais le relais de cette perfusion en apportant du calcium. Donc ça, c'est des choses qui sont connues. Et au niveau de l'hypocalcémie subclinique, on a vu l'importance, hein, l'importance de ce syndrome-là qui peut toucher 30 à 60% au moins des vaches. Et donc là, c'est l'éleveur qui va faire cette administration-là et il va pouvoir la faire en amenant par voie orale du calcium, 40 à 50 grammes, en fait, renouvelable en fonction du risque, du niveau de risque des vaches. Ce graphe, pour vous rappeler, l'effet d'une perfusion par voie veineuse de calcium, on voit qu'on a une restauration très rapide de la calcémie, mais après quelques heures plus tard, 4 à 5 heures plus tard, elle peut avoir tendance à revenir dans les normes subnormales, d'où la nécessité de prendre le relais de cette perfusion, de continuer un apport de calcium. Et on va pouvoir faire cette prise de relais de la perfusion avec du calcium apporté par voie orale. Ici, c'est un graphe où on peut comparer l'évolution des calcémies suite à l'administration de calcium, soit par voie sous-cutanée, c'est la courbe en rouge, soit par voie orale, c'est la courbe en bleu, avec 2 administrations de bolus de 43 grammes à 12 heures d'intervalle. Et la courbe en noir, c'est la courbe témoin. Donc on voit bien que là, avec l'administration sous-cutanée, on va provoquer une augmentation assez rapide, mais après un maintien qui va être inférieur à celui de la voie orale, d'où notre intérêt pour une approche de l'apport de calcium par voie orale qui sera tout à fait efficace dans ce cadre, à la fois dans le cadre de l'hypocalcémie subclinique et dans la prise de relais des perfusions pour les cas cliniques. Quand on parle de calcium par voie orale, il faut se demander si on peut utiliser n'importe quelle sel de calcium ou pas, s'ils ont tous le même intérêt. Ce tableau, pour vous rappeler les principaux sels de calcium qui peuvent être utilisés, avec sur la première ligne la teneur en calcium pour chaque sel, et on voit que le carbonate de calcium, par exemple, c'est lui qui contient la plus haute teneur en calcium, hein, si on le compare par rapport au propionate de calcium, il en contient quasiment 2 fois plus. Mais dans ce type de problématique-là, de l'hypocalcémie, où on veut une restauration rapide de la calcémie, il faut tenir compte aussi d'un autre paramètre du sel calcium, c'est sa vitesse de solubilité qui va refléter en fait la facilité, la rapidité d'absorption dans le rumen de ce sel. Donc, pour ce type de problématique, hypocalcémie, on privilégiera toujours des sels de calcium plutôt de type chlorure de calcium ou propionate de calcium, en raison aussi de leur rapidité et facilité d'absorption. Voilà. Ici, c'est un graphe pour vous illustrer les propos que je viens de tenir et qui confirme que suite à l'apport de calcium sous différentes formes, calcium par voie orale, sous différentiel de calcium, on n'a pas du tout la même évolution au niveau de la calcémie. Lorsque l'on apporte du calcium sous forme de chlorure, c'est la courbe la plus haute, on va avoir un effet très positif sur la calcémie. Lorsqu'on apporte sous forme de propionate, c'est la courbe intermédiaire, on va également avoir un effet positif, même s'il est moins haut que le chlorure, mais il va persister légèrement un petit peu plus longtemps.
hein, on le voit sur la courbe. Et par contre, avec une administration de carbonate de calcium par voie orale, on voit que ce sel n'a pas d'effet positif sur la calcémie. Donc, dans notre cas dans notre gestion des hypocalcémies, ce sel-là aura que peu d'intérêt. Un petit focus sur la différence entre le chlorure de calcium et le propionate de calcium. Le chlorure est un peu plus soluble encore que le propionate, donc c'est pour ça que la courbe, le graphe précédent, il révèle bien ça. C'est ce qui entraîne un effet plus rapide sur la restauration de la calcémie, hein. Le propionate, on a un effet un peu moins rapide, mais un petit peu plus persistant, hein. On le voyait bien sur la courbe précédente. Le chlorure, hein, qui était voilà, son inconvénient qui freinait son utilisation, c'est le fait que c'est un produit très irritant et caustique. C'est pour ça qu'il avait été arrêté souvent, hein, retiré des présentations aqueuses liquides ou gel. Avec une présentation bolus, on peut tout à fait réutiliser ce sel qui est très intéressant, comme on a vu, pour ce syndrome-là. On va pouvoir l'utiliser en toute sécurité parce que les bolus, on va les enrober, hein, donc on n'a aucun risque d'irritation de la muqueuse œsophagienne. D'autant plus, hein, la galénique bolus, dans ce cadre-là, c'est pas toujours le cas, mais dans ce cadre-là, elle nous permet d'être à la fois efficace en utilisant un sel de calcium très intéressant et sécurisante et plus pratique. Voilà, donc ça c'est vraiment une galénique qui est très adaptée et où on combine plusieurs points positifs, ce qui n'est pas toujours le cas avec certaines présentations. Dans la gamme Savetis, du coup, vous pouvez utiliser pour ces cas d'hypocalcémie. Alors, hein, on parle d'hypocalcémie simple, j'ai pas le temps de tout développer. Les co-hypo, comme on a pu en parler avec Léonard et Émilie, qui font intervenir parfois le phosphore, le potassium et voire la gestion, le statut au niveau hépatique, hein, je n'ai pas le temps de parler de ça. Et il faut savoir qu'on a voilà, il peut y avoir des solutions plus complètes chez Savetis pour une prise en charge adaptée pour ces animaux-là. Là, j'évoque uniquement les cas d'hypocalcémie simple. Donc, vous pouvez utiliser le pack C4Part qui va comprendre en fait 2 bolus. J'ai perdu la main, je crois. Voilà, merci. Donc, qui comprend 2 bolus. Un premier bolus, le C4 Cal, c'est un bolus qu'on peut qualifier d'immédiat parce qu'il se délite en quelques minutes, en 30 minutes, et immédiat également parce qu'il est composé de 45 grammes de calcium sous forme de chlorure. Donc, on va avoir une restauration rapide de la calcémie. À noter qui contient également du magnésium. On a vu l'importance du magnésium pour ce syndrome-là. Ah, dans le pack C4Part, on y associe en même temps un bolus de C4 Solanum, qu'on peut on peut qualifier de bolus à effet différé. Pourquoi? Parce que, il va se déliter sur une durée plus longue, 6-7 heures, et deuxièmement, parce qu'il n'est pas composé du même sel de calcium. Là, il est composé d'un sel de propionate de calcium. Donc, on va avoir une restauration et un maintien plus durable de la calcémie. Ce maintien plus durable de la calcémie, on a un autre élément qui va y participer, c'est un extrait de Solanum glaucophyllum. Donc, c'est une plante. C'est une plante qui est endémique donc en Amérique du Sud. Et on a constaté là-bas, hein, elle est endémique dans les pâturages, que la consommation régulière de cette plante par les bovins pouvait entraîner des intoxications. Quel type d'intoxication? En fait, ça entraînait des calcinoses enzootiques avec des dépôts erratiques de calcium dans les tissus.
Donc, les scientifiques se sont intéressés, ils ont voulu creuser le problème, se sont intéressés à cette intoxication, ils ont étudié cette plante et ils se sont aperçus que la raison de cette intoxication était liée à la substance active principale contenue dans cette plante, qui est un glycoside de 1,25 dihydroxycholécalcitriol, donc du calcitriol, autrement dit de la vitamine D3 activée, qui, on le sait, a un effet hypercalcémiant par l'augmentation de l'absorption intestinale du calcium, augmentation de la mobilisation du calcium osseux et réduction de l'extraction urinaire du calcium. Donc en fait, d'une plante qui était toxique, on va essayer d'en tirer, on peut en tirer profit à certains stades physiologiques, et donc pour cette plante-là, on va en tirer profit à un moment où on a un intérêt à avoir un effet hypercalcémiant. Donc au moment du péripartum, on a tout à fait, c'est tout à fait judicieux d'utiliser de manière momentanée cet extrait végétal. La différence entre un extrait de Solanum glaucophyllum et une vitamine D classique qui est non activée, je vous rappelle que lorsque on administre à une vache une vitamine D3, il y a nécessité pour qu'elle soit activée, qu'elle subisse 2 hydroxylations, une première hydroxylation au niveau du foie et une deuxième au niveau des reins. Ce phénomène-là prend 48 à 72 heures. L'intérêt de cet extrait de Solanum glaucophyllum, qui est une vitamine D3 naturelle qui est déjà activée, c'est qu'on va gagner du temps. On va gagner du temps, il n'y a pas besoin des 2 étapes d'hydroxylation, donc on va gagner entre 24 et 48 heures. Donc, cliniquement, hein, au niveau de la thérapeutique, sur les cas cliniques, à la suite de la perfusion par voie veineuse, vous pouvez tout à fait administrer au même moment, hein, c'est aussi le côté, ça facilite l'observance du traitement, on va administrer au même moment un bolus de céphorcal et un bolus de céphorsolanum, une fois par jour, et on va renouveler le lendemain en fonction du risque de la vache. Concernant les hypocalcémies subcliniques, donc là, c'est les éleveurs qui vont faire voilà, les administrations, hein, mais on a vu que les outils de prévention, on a vu l'importance de la prévention au niveau troupeau, on a vu aussi le fait que c'était pas si évident dans certains troupeaux de le faire, et la nécessité de compléter cette prévention en agissant individuellement. Alors, on va essayer de cibler des animaux pour le faire au mieux. C'est sûr que le mieux, ça serait de faire systématiquement des prises de sang, ça serait l'idéal. C'est pas parce qu'on fait pas de prise de sang que l'on ne peut pas au moins cibler certains animaux et proposer certains protocoles. Donc, sur des animaux vachetières classiques standards, à partir de la L2, on peut utiliser un bolus de céphorcal, et lorsqu'on va augmenter en âge, à partir de L3 et plus, ou si la vache présente des facteurs de risque des facteurs de risque qui peuvent impacter également l'ingestion, comme des boiteries, un village difficile. Là, je vais renforcer les apports en utilisant au même moment un céphorcal plus un céphorsolanum. Je renouvellerai un céphorcal le lendemain. Sur des troupeaux avec des vaches laitières hautes productrices, là, il faudra que je renforce les apports parce que le risque est majoré. Donc, sur les primipares, j'utiliserai un céphorcal. Sur les L2, un céphorcal plus un céphorsolanum au même moment. Et sur les L3 et les vaches à risque, je renouvellerai pendant 2 jours un céphorcal plus un céphorsolanum. On a vu aussi l'importance enfin, je termine avec ça, l'importance du fonctionnement hépatique. Donc, je rappelle juste la possibilité sur des vaches grasses ou en souffrance hépatique, la possibilité d'utiliser
des bolus de C-port et PAB12. Et je rappelle que pour les syndromes de co-hypo, il existe des solutions qui peuvent être plus adaptées pour une prise en charge complète de l'animal. C'est des cas un petit peu plus complexes. Et je vous invite à vous rapprocher pour cela de votre délégué. Je vous remercie. Super, merci Nicolas. Alors, je reprends la main pour terminer et on va passer à la séance de questions-réponses après vous avoir rappelé le congrès de médecine bovine de Buyaterie le 12 et le 13 octobre à Namur, où on reparle de ces questions-là en atelier ou en salle plénière, puisque c'est un congrès dédié à l'immunité des ruminants qui peut vous apporter jusque 56 points de formation. Alors, pour en savoir plus, buyaterie2023.be, facile. Alors, on va prendre déjà les questions. Alors, il y a Jean-Luc Declercq qui nous posait une question sur le timing de l'injection de vitamine D. Alors, je ne sais pas si, Émilie, tu veux dire un mot sur le timing de Oui, mais l'injection. j'en avais juste là, j'en ai dit un mot un petit peu. C'est vrai que, comme a dit Nicolas, il faut en général 2 jours pour les activer. Et il y a des nouvelles études qui montrent que si on le met trop tôt aussi, ça active en tout cas le. Et qu'en plus, par exemple, on fait de l'hypocalcémie au niveau de la ration, hein, donc on diminue très fortement les taux de calcium, eh bien, vous allez avoir une activation du système parathormone à ce moment-là et vous pouvez avoir aussi des catastrophes. Donc, il faut le faire un peu avant le vélage ou au vélage. On est d'accord que normalement, il faut 2 jours. Mais il y a effectivement des articles contradictoires qui montrent que si on le fait au vélage, c'est plus efficace. Entre guillemets, on a moins d'effets négatifs. Voilà, moi, je me dis c'est vraiment lié à la ration. La vitamine D, voilà, pour moi, je l'utilise pas tellement dans le sens où voilà, ça fait quand même rattraper les animaux. Donc, ce qu'on peut pas faire au village est parfois Ok. compliqué. Question suivante, c'est est-ce que on peut utiliser une vitamine D buvable à la place d'une vitamine D injectable? Oui, c'est juste qu'il faut de nouveau rajouter du temps pour l'absorption, pour l'utilisation, hein. Oui, à la place de l'injectable, on peut utiliser le buvable, en tout cas sur les vitamines. Il faut que normalement, voilà, mais ça va prendre aussi du temps. Ok. Qu'est-ce que tu conseilles pour l'utilisation des densités urinaires sur les vaches en préparation au vélage? Est-ce que ça a du sens ou est-ce qu'il faut faire attention? Question Alors, Ergonium. je les utilise pour vérifier qu'il n'y a pas une déshydratation légère, en tout cas l'accès à l'eau soit pas trop importante. Après, il y a des interactions un peu avec les macroéléments, mais allez, quand elles sont vraiment hautes, il y a souvent un problème de déshydratation. Donc, franchement, je vais le dire, je ne vais pas le faire à chaque fois. Mais si j'ai un doute ou que je veux montrer à l'éleveur, il m'arrive de faire les densités pour vérifier qu'il n'y a pas de légère déshydratation. Question de Pierre Gillis. Quel est le meilleur stade de lactation pour prélever pour transfusion? Eh bien, c'est simple. Il faut que la vache ait rétabli ses balances, c'est-à-dire des vaches qui ont entre 12 et 15 semaines de lactation, c'est l'idéal, puisqu'elles ont re-rempli la plupart de leur balance énergétique, protéique et calcique. Euh, question de Pierre Gillis également. Très peu de calcium en préparation en fin de préparation de vélage, peu de fièvre de lait, mais lorsqu'on a très très peu de calcium, on peut avoir d'autres problèmes. Donc en gros, si la calcémie est moyenne, on va dire, on aura peu de problèmes de fièvre de lait, mais avec une calcémie très basse, enfin une calcinutrition très basse, on risque d'avoir d'autres problèmes. Ça fait écho à ce que tu disais dans la deuxième. Oui, en fait, ça fait écho à ce que je disais, que le calcium en lui-même a très peu d'impact tout seul. La quantité de calcium a très peu d'impact en fait sur les fièvres de lait en elles-mêmes, et qu'effectivement, soit on en met peu, soit on fait une BACA négative avec beaucoup. Les deux sont possibles, ou une calcémie, je dirais, normale, juste pour avoir un système si on ne travaille pas, en tout cas, avec des BACA négatifs. Ok. Alors, avant-dernière question, c'est une question de Oui, Benoît Posquin qui demande si dans les petites exploitations, on peut emballer un oui. mélange pour les taris.
Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que on le fait de plus en plus, d'emballer en fait des mélanges complets avec le correcteur, la paille hachée, le maïs, etc. pour les taris. Donc après, il faut voir est-ce qu'on l'utilise qu'en close-up et donc à ce moment-là, on peut faire des bacs à négatifs ou on fait une bac à autour de zéro pour l'utiliser à tout le monde. Ça marche très très bien. C'est juste l'entreprise et le coût qui parfois peut bloquer. On a aussi mesuré pour vérifier que les vitamines sont conservées. Elles sont conservées jusque 6 mois. Donc, si vous faites des rations comme ça, c'est plutôt des rations pour l'hiver et on ne va pas faire un gros silo pour l'année parce qu'au-dessus de 6 mois, tout ce qui est vitamines, etc., est quand même consommé. Question de Jean-Luc Declercq. Quelle serait l'utilité de garder une prise de sang lors de la mise en place d'un traitement de syndrome vitulaire pour une analyse ultérieure? Eh bien, la réponse est oui, systématiquement, je vais dire, sur des animaux en haute production. Comme on a vu tout à l'heure, vous avez toujours un risque de co-hypo, hein, comme on disait, qui vous permet de revenir sur cet animal avec soit un conseil téléphonique à l'éleveur, c'est-à-dire de compenser une perte qu'on avait sous-estimée avec un bolus ou avec une stratégie orale de drench, soit de repasser voir la vache pour compléter le traitement. Oui. Donc là, c'est vraiment important par rapport à la présentation que j'avais faite de se dire que ces fameux 1,5 à 1 litre de borogluconate de calcium sont très légers par rapport à la complexité d'un syndrome vache couchée, au regard où on disait 50% seulement des vaches sont en réalité en besoin de calcium et de phosphore. Il y a d'autres problèmes. Donc, oui. Oui. Alors, Alors, je vois ce que Pierre dit sur la courbe de Gauss. Effectivement, alors une étude, c'est une étude de 1995 de mon souvenir où effectivement, il regardait les risques de fièvre de lait en fonction du calcium. Et on a une espèce de courbe de Gauss, donc très peu de calcium, très peu de fièvre de lait, beaucoup de calcium, très peu, avec une augmentation autour de 8 grammes, 0,8% de mon souvenir, 0,8% de l'augmentation. Et donc ça, c'est lié aux besoins que je vous disais quand vous avez une BACA, parce qu'ils ne faisaient pas des BACA négatives à ce moment-là. Quand on fait une BACA normale, on a des besoins entre 4,5 et 7. Ne dépassez pas les 7 grammes par kilo de matière sèche ou même les 5,5, 6, sous peine d'avoir des risques de fièvre de lait dans ces contextes-là. Donc je vois le graphique maintenant dont Pierre parle. Je pense que c'est celui-là dont il parle. Mais c'était des rations qui n'étaient pas forcément en BACA négatif. Ils faisaient vraiment juste des essais sur les niveaux de calcium pour les fièvres de lait. Et c'est pour ça que les besoins maintenant sont, je dirais, il faut en dessous de 3 grammes quand on veut vraiment faire de l'hypocalcémie subclinique vraiment déclenchée. On va dire entre 4 et 6 ou 5 ou 5,5 sur des rations qui n'ont pas des BACA négatifs. Et puis, on passe entre 6,5 voire à 12 grammes pour des BACA très négatifs, en fait. Mais je vois dont il peut parler. Je pense que c'était ça. super. Alors, on atteint la fin de notre présentation. Il y a une discussion autour de la gestion de l'iStat. Alors, Catherine, je vais renvoyer le questionnaire de satisfaction par mail. Donc, si vous n'avez pas pu le remplir là, vous pourrez le remplir par mail. Voilà. On arrive au terme de notre présentation. Si une personne a une dernière question, est-ce qu'on peut éventuellement vous la prendre? Sinon, on va se dire au revoir, puisque les bonnes choses sont tenues dans le temps. Voilà, en tous Bon les cas, après-midi à tous. c'est une grande fierté de vous avoir accueilli. Vous êtes plus Oui, que 300 vétos à avoir répondu à l'invitation de Savetis et Rhume Expert. Vous merci étiez plus de beaucoup. 150 en temps réel depuis la semaine dernière. Donc, c'était une belle aventure collective et on se retrouve pour d'autres webinaires eh bien, assez rapidement puisque, comme je disais, le prochain objectif, c'est le congrès de Buatterie le 12 et le 13 octobre où Oui. Savetis sera également présent. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rendre visite Et et en nous tous les aussi. cas, à prendre contact avec votre délégué Savetis. À très bientôt. À très bientôt.